RMC, After Marseille, Nicolas Jamin. Salut à tous, bienvenue dans l'After Marseille, heureux de vous retrouver. On est présent partout sur les plateformes de téléchargement, également en télé, toutes sur Afterfoot TV bien sûr, vous nous regardez sur YouTube également et vous le savez sur les box et sur l'application RMC BFM Play. Cette semaine bien sûr on va revenir sur le drame du mercredi soir au Vélodrome. La défaite 1-0 face à l'Atalanta Bergame lors de cette 4e journée de Ligue des Champions. Pourquoi l'OM a encore une fois été méconnaissable? Quel est le vrai niveau de cette équipe? J'ai même envie de demander quel est le réel niveau, oui, de Roberto De Zerbi. On va parler en longueur du coach italien de l'OM. À quel point est-il responsable de l'effondrement brutal d'un effectif qui nous avait séduit jusqu'à la 45e minute au Sporting Portugal? Eh oui, Rémi Dumont est avec moi. Salut Rémi. Salut Nico. Évidemment, on a convoqué Florent Germain. Bonsoir, bonjour Flo. Convoqué, effectivement. Je répondrai à toutes vos questions et je jure de dire toute la vérité. J'espère bien que tu diras la vérité. De toute façon, on a un détecteur en régie là. C'est Fanny Cousin qui nous dira quand, tu sais, la courbe du mensonge monte. On saura ça. Nous, c'est facile, on est à Paris, donc on peut parler librement. Alors, cette semaine, on va revenir bien sûr sur la défaite face à l'Atalanta, faire une évaluation des faillites individuelles, se demander si une qualification pour la suite de la Ligue des Champions est encore possible. Vous écoutez le podcast After Marseille. Alors messieurs, on va évoquer le sujet tout de suite et ne pas y passer 10 minutes, bien sûr. C'était les premières réactions, non seulement des supporters de l'OM qu'on a eu dans l'After ce mercredi soir au 32-16, mais également la direction de l'Olympique de Marseille. Ce penalty d'abord accordé, puis annulé. On va écouter d'abord Mehdi Benassia et je veux votre avis également là-dessus, Flo et Rémi. Mehdi Benassia. C'est une situation, on voit clairement que le joueur profite en tout cas d'une position qui, voilà, ils disent que c'est une position naturelle. Moi je trouve pas que c'est naturel d'avoir le bras comme ça. On voit qu'il y a Aubin qui est en train d'armer pour frapper en plus, donc on voit bien que le bras change carrément la trajectoire du ballon. Donc pour moi il y avait tout ce qu'ils nous disent en début d'année, quand ils font les réunions, etc. Il y avait tout qui devait emmener à siffler ce penalty. La moindre des choses, je pense que c'est d'aller quand même contrôler, de se faire un avis peut-être un peu plus sûr et de prendre la responsabilité. Là, il n'y a même pas ça. Évidemment, quand tu leur parles, c'est limite s'ils te regardent. Donc on sait que ça, c'est quelque chose peut-être qui me dérange encore plus que le penalty. Bon voilà, je dis une bêtise, penalty qui n'avait pas été accordé, penalty qui n'a pas été accordé à l'Olympique de Marseille. Flo, question, est-ce que quelques heures après ce match, c'est encore un sujet à Marseille? D'ailleurs, tu as dit ça parce qu'il avait le sifflet à la bouche et il était pas loin de siffler. Donc, effectivement, je suis curieux de savoir s'il avait sifflé, si la VAR serait intervenue pour dire non, il y a pas main. C'est toujours rigolo de se dire que voilà, ça dépend de si peu de choses. Oui, parce qu'il est dépassé, parce qu'il y a un contre fulgurant dans la foulée, donc il laisse le contre aller au bout. Et peut-être que s'il n'y a pas ce but, enfin voilà, c'est compliqué. Moi, j'ai plusieurs choses à dire, à peut-être reposer sur cette action-là avant de répondre à ta question. D'ailleurs, j'ai bien regardé au ralenti l'action. Je me suis refait un petit peu mal avec cette séquence. Et en fait, je trouve que Monsieur Sanchez, il manque de tact et d'intelligence parce que juste après la main, alors sanctionnable ou non, ça c'est peut-être un autre débat. Il y a un petit choc entre Aubameyang et donc Ederson. Ederson tombe, Aubameyang fait mine de le relever, il y a un petit attroupement et en fait il a l'occasion idéale d'arrêter le jeu et de se dire au moins comme ça je suis tranquille, je vais pouvoir tranquillement prendre des infos du côté de la VAR et si l'oreillette me dit qu'il y a penalty, bah il y aura péno, mais au moins il prend pas le risque quelque part qui est la double peine avec l'action de l'Atalanta. Donc pour moi quelque part contre l'esprit du jeu il commet une faute, Monsieur Sanchez, je trouve. Et après moi ce qui me fait sourire et évidemment à Marseille parce que j'ai ce jeudi échangé avec pas mal de dirigeants ou de membres de l'OM, oui c'est toujours un sujet. Alors après faudra pas me faire dire ce que je ne vais pas dire. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'OM dénonce des éventuelles erreurs d'arbitrage ou des incompréhensions que l'OM n'assume pas son niveau sur la rencontre. Pour moi, ce sont deux débats totalement différents. Mais puisqu'on est sur l'arbitrage, Nico, Rémi, on regrette qu'il n'y ait pas eu au moins de consultation vidéo, ça aurait sûrement apaisé tout le monde. Après, ce qu'on dénonce aussi, c'est qu'en fait, tous les arbitres ne sont même pas d'accord sur cette action. Il y a une justification qui nous dit qu'en cas d'automain, comme on l'appelle, c'est-à-dire un contrôle un peu foireux, là, et le défenseur, c'est le cas d'Ederson, touche le ballon de la main involontairement, bah,
a priori dans les règles, pas de pénalty non sanctionnable, sauf que certains arbitres, j'ai pu moi ce jeudi parler avec des arbitres qui veulent rester anonymes mais qui sont des arbitres en activité professionnelle, qui me disent oui mais cette main c'est le commencement de l'action qui mène au but. Donc normalement on a consigne s'il y a une main dans une action qui mène à un but d'annuler le but. De donc sanctionner la main et pour le coup donc de siffler penalty. Donc on est vraiment dans un imbroglio où même les arbitres entre eux ne sont pas d'accord. Et moi ce que j'ai pu savoir c'est que après le match, le 4e arbitre qui parle en espagnol avec Pablo Longoria lui dit que en fait c'est un mouvement naturel. Donc c'est pour ça siffler Monsieur Sanchez. Donc en fait on a toutes les justifications différentes, que des interprétations qui n'ont pas de cohérence. Et évidemment que le lendemain, c'est toujours un sujet de discussion à Marseille et d'incompréhension. Et bien sûr, plusieurs sujets. Bien sûr, il y a une question d'harmonie. On rappelle le Real, le match au Real, c'est aussi un argument qui est en faveur des critiques de cette décision ce mercredi soir. Les actions sont différentes, certes, mais encore une fois, c'est un ballon qui arrive à la main sans qu'il y ait volonté, je parle à Bernabéu, d'agrandir artificiellement la surface du corps. Donc pourquoi à Madrid ? Non. Et pourquoi, enfin oui, et pourquoi au Vélodrome, non. Le sujet, le litige, il est également là, en plus de ce que tu as très bien résumé, Flo. Tous les arbitres qu'on a contactés, nous, nos confrères de l'équipe également, je pense à Cédric Jimmy qui dit « moi j'aurais sifflé penalty ». Voilà, bon, tout ça il faut l'évacuer parce qu'il faut qu'on parle du match également. Rémi, tu veux dire un mot là-dessus peut-être ou pas ? Non, juste que pour moi cette action n'aurait pas eu lieu si Marseille avait été mieux, et c'est ce que dit Mehdi Benassia, je suis entièrement d'accord avec lui. Maintenant, pour la main, il y a 1000 interprétations possibles malheureusement. Le fait est que, comme l'a dit Flo, si ne serait-ce que l'arbitre avait été consulté l'assistance vidéo, ça aurait mis fin à une polémique. En tout cas, ça l'aurait atténué. Bon, je vous pose une question très simple avant d'écouter. Mais Rémi, Nico. Ouais, vas-y. Non, juste un truc pour finir sur cette action, parce que faut tout dire sur l'action au-delà de l'arbitre. Il y a 7 joueurs marseillais qui s'arrêtent, mais qui s'arrêtent. C'est-à-dire limite, ils se désintéressent de l'action, ils lèvent la main. Pour moi, c'est presque une faute professionnelle, surtout à 1 minute de la fin du match. Et après, ceux qui font le repli défensif, surtout un, et je vais le nommer, sinon c'est pas drôle, Udis Garcia, il le fait en trottinant à moitié. Il peut même avoir un peu le vice de dire allez, je vais faire une faute pour stopper l'action. Donc en fait, il y a rien qui va dans ce tournant du match. Donc évidemment, l'arbitre, etc., on peut remettre en question, mais l'OM a aussi sa part de responsabilité. Bien sûr, mais juste pour terminer là-dessus, moi franchement quand je vois l'action, je me dis il peut marquer Samardzic, c'est pas grave, en fait il va y avoir l'assistance vidéo et on va annuler le but pour donner le pénalty c'est ce qu'on s'est dit aussi. À Marseille. Voilà. Bon, de toute façon, rien n'a été du repli défensif inexistant sur le but de l'Atalanta à Bergame, mais dès la première minute, on était avec Flo à l'antenne d'RMC ce mercredi soir et Flo très vite, au bout de 3-4 minutes, on a senti oula, personne n'y est. Dans le rythme, l'intensité, la proposition, le rapport au ballon, et ça, c'est ça que je veux qu'on traite aujourd'hui. On va parler de 2 arbitres dans un instant. Est-ce que vous avez trouvé cet OM nul du début à la fin ? Très rapidement, votre réponse avant qu'on écoute 2 arbitres. Rémi ? Oui, alors pas du début jusqu'à la fin, mais dès le début, oui. Tu sens que mentalement, en fait, moi j'ai l'impression que mentalement, ils y étaient pas et ils y sont plus. J'ai l'impression qu'ils sont déjà usés, en fait. Flo ? Oui, moi je j'adhère pas au discours des dirigeants de l'OM ou du coach Roberto De Zerbi qui est de dire 25-30 minutes compliquées, mais après on a réagi. Non, pour moi, oui, on pouvait pas faire pire du côté de l'OM que les 20-25 premières minutes parce que c'était vraiment fébrile de tous les côtés. Mais on a vu un très très mauvais match. Pour moi, les 2 plus mauvaises premières périodes de la saison, c'est Angers ouais. Donc le dernier match avant celui-ci au Vélodrome, et l'Atalanta. Donc cette concomitance et cet enchaînement, il est très inquiétant. Écoutez De Zerbi justement sur le sujet. Est-ce qu'il a trouvé son effectif mauvais mercredi soir ? Nos 20 premières minutes n'ont pas été bonnes et l'Atalanta était au-dessus. Après cette entame, nous avons sorti la tête de l'eau. On a su souffrir comme on doit le faire face à une équipe forte. Je vous rappelle qu'en face, ce sont les mêmes joueurs qui ont gagné l'Europa League il y a 1 an et demi. Nous savions que ça allait être un match difficile. Je ne pense pas que nous ayons fait un mauvais match, même si ce n'est pas notre meilleur. Alors là, plein de choses qui vont pas dans cette réponse de De Zerbi, évidemment. Alors d'ailleurs, 2 options, Flo. Soit là, c'est de la communication, il veut pas tirer sur une ambulance, sur un effectif qui semble malade, on va en parler bien sûr. Soit il y a un manque de lucidité, tout simplement, depuis ce banc de touche. Et là, c'est peut-être plus grave. Concernant Roberto De Zerbi, je passe évidemment, c'est l'effectif qui a gagné la Ligue Europa il y a 2 ans. C'est pas vrai.
il y a quelques éléments encore qui sont là, et en plus, c'est plus les mêmes joueurs si on parle de forme. On pense bien sûr à Ademola Lookman, qui, s'il est à 80% de ce qu'il était il y a 2 ans, marque 1 ou 2 buts mercredi soir. Je pense également à De Ketelaere, qui était un merveilleux joueur en 2023-24, qui l'est beaucoup moins aujourd'hui. Mais pas que, uniquement. Tu optes pour quelle option, Flo, avant qu'on parle de De Zerbi? Est-ce qu'il est lucide? Est-ce qu'il manque de lucidité? Ou est-ce que là, il veut protéger son groupe? Pour moi, il y a 2 choses. Il y a chez De Zerbi, c'est vrai, je pense dans l'analyse à chaud, un manque de lucidité. C'est chronique, c'est récurrent. Dans l'après-match, il est tellement les nerfs à vif et passionné que on se donne rendez-vous sur la conférence de presse de vendredi, la veille de match contre Brest. Je pense que ces propos, alors peut-être qu'il changera pas, mais en tout cas ils seront plus étayés et moins les nerfs à vif. Pour moi, il manque de lucidité, mais après, je reconnais qu'en termes de communication, c'est l'un des gens qui a été évoqué d'ailleurs dès la fin de saison dernière dans le parce qu'ils avaient les dirigeants, le coach, le staff, un long bilan, et il était important de jamais dans les déclarations ajouter d'huile sur le feu, de garder de peser ses mots, de parler d'une seule voix. Et effectivement, on a retrouvé le même discours chez Benatia, même chez Longoria un peu en off, donc chez De Zerbi. Donc je pense qu'il y a un discours qui a été un peu préparé pour ne pas en rajouter, mais ils sont conscients au fond d'eux, il n'y a aucun doute là-dessus, que l'OM n'y était pas et que le mal est plus profond que 25 premières minutes. Bon, c'est un peu, je sais pas, c'est la meilleure manière de communiquer après un match comme celui-ci que de ne pas reconnaître le spectacle et le niveau proposé par l'effectif, Rémi. Après, le problème, c'est que s'il dit on a tous été nuls et surtout tel ou tel joueur, non, il est c'est pas ça. C'est pas ce que je dis. On est passé à côté ce soir, on est déçus, on va bosser. Ouais, mais le problème, c'est regarde, Auxerre, ils sont pas bons. Angers, ils sont pas bons. Là, ils sont pas bons. Il y a un moment, en fait, il est obligé de préserver. Mais le problème, c'est qu'il peut pas non plus tout dire. Après, je pense vraiment que mentalement, que l'enchaînement Real, PSG et donc ensuite, je sais plus ce que c'était le match suivant, Ajax, je pense qu'il a demandé beaucoup d'énergie mentale et que là, les joueurs, ils sont en train d'avoir le contre-coup parce qu'effectivement, il y a une série de très bons résultats et alors je dis pas qu'ils se sont vus trop beaux, mais je pense que voilà, en début de saison, avec la préparation physique, ça fait déjà beaucoup mentalement pour les joueurs. Roberto De Zerbi est-il perdu? Je pose la question frontalement. On y répond dans quelques secondes. Restez avec nous avec Flo Germain et Rémi Dumont. Vous écoutez, vous regardez le podcast After Marseille. Avec Flo Germain, Rémi Dumont, Roberto De Zerbi est-il perdu? On a parlé de sa communication à l'instant. Il y a aussi les choix du coach, les changements de système. On va en parler avec toi, Rémi. Tu as bossé là-dessus depuis le début de la saison. On peut parler également d'un coaching tardif. Encore ce mercredi soir, premier remplacement à la 71e minute. On peut s'interroger par exemple de ne pas voir Vermeeren sur le terrain, au moins quelques minutes. Lui qui avait été si important contre l'Ajax, même si depuis de l'eau a coulé sous les ponts. Tout ça, on va en parler ensemble. D'abord, sur le changement de système. Il use majoritairement deux systèmes de Zerbi depuis le début de la saison. Il en a utilisé 4 depuis le début de saison, toutes compétitions confondues. Il y a donc 15 matchs cette saison. Il a utilisé 10 fois le 4-2-3-1, 2 fois le 3-4-3, 2 fois le 5-4-1 et 1 fois le 3-5-2. Et donc hier, il jouait en 5-4-1, entre guillemets. Donc voilà. J'ai écouté hier, ce mercredi soir à l'after avec Eric Dimeco qui expliquait, non seulement il te manque des joueurs certes, mais en plus, si tu veux être une équipe forte, il faut installer un système fixe, surtout avec un effectif qui a été renouvelé. Flo, qu'est-ce que t'en penses ? Il y a une petite phrase aussi de Roberto De Zerbi, je ne sais pas si elle est passée inaperçue, mais elle est importante. Il dit dans l'après-match les raisons donc du mauvais match. Je pense les connaître, mais ce n'est pas juste que je les dise maintenant. Et je pense qu'il fait référence aux nombreux blessés et du coup au fait que de toute façon il n'a pas le choix dans sa compo quelque part et que si il est très critique envers son équipe, il va accabler des joueurs qui déjà sont pas dans leur assiette. Moi je pense effectivement que s'il avait à sa disposition toute son équipe, il changerait moins de système de jeu, notamment en défense, il serait plus régulier. Moi on m'avait dit, je sais pas si c'est la stricte vérité, mais on m'avait dit que il aimerait faire une défense à 4 s'il a tout le monde à sa disposition avec du coup 4 défenseurs presque tous des axiaux sur le papier, donc Pavard, Balerdi, Aguerd et à gauche Medina ou Emerson et l'un des latéraux qui s'immisce un peu dans le cœur du jeu comme il aime le faire. Et donc en fait
avec les forces en présence qui lui restent, peut-être qu'il bricole, il est peut-être un peu perdu aussi, il est peut-être sans munitions. Moi, je ça qu'avec autant d'absents, il est hésitant et il est peut-être pas sûr de la compo qu'il aligne pour le match contre l'Atalanta. Parce que moi, j'ai vu des joueurs qui étaient perdus au-delà de la fébrilité mentale, physique. Parfois, on a des joueurs qui, à mon avis, ne savent pas exactement quel est le plan de jeu, parce que peut-être que ça bouge énormément et qu'on a des joueurs un peu paumés. Quel est le plan de jeu ? C'est une vraie question. On ne sait pas pour l'instant ce qu'il veut faire avec cet OM-là. Alors oui, il y a les absents. Tiens, on peut dérouler le fil des absents. Et vous me dites ceux qui ont réellement manqué, parce que dans la liste, là, Medina, dans l'absolu, titulaire en puissance. Dans l'absolu, bien sûr. Oui, tu l'as rappelé, rappelé, Flo. Flo. Il a ce caractère, tu vois. Balerdi, titulaire, avec une inconstance qu'on pointe du doigt souvent. Mais capitaine, titulaire. Ok. Wea. Oui, parce qu'il vaut pour 3 postes. Ouais, mais tu vois, c'est un joueur, il peut jouer latéral droit, il peut jouer offensif droit, offensif gauche. Il peut rendre des services et un peu plus. C'est vrai, mais c'est pas un incontesté non plus. Nadir, lui aussi, gras du temps de jeu. Enfin, Nico, quand on regarde la compo de Manta, Wea, je pense qu'entre Ulysse Garcia et Murillo, les deux pistons, évidemment, quoi qu'il arrive, il aurait été aligné. Donc sur ce match-là, c'était titulaire. Kondogbia, il est perdu, lui, dans les méandres des blessures, on ne sait plus où il en est. C'est un vrai soldat, il rend des services. Traoré, on l'a toujours quasiment pas vu à Marseille. Trop peu de temps de jeu. Je me demande s'il a signé. Moi, je pense que c'est Gouiri qui manque énormément offensivement aussi, bien sûr. Défensivement, on a évoqué les manques. Amine Gouiri manque terriblement. On s'était un peu emballé, Flo, notamment, même dans l'after, surtout ce trio offensif. Greenwood, Paixão, Aubameyang. Certes, il y a quelques stats quand même. Aubameyang, son début de saison n'est pas catastrophique sur la feuille. C'est 13 matchs, 4 buts, 6 passes décisives. Paixão, je voudrais qu'on en parle aussi dans un instant, parce qu'on commence à avoir quelques temps de jeu pour dire ce qu'on en pense, et Mason Greenwood. Finalement, est-ce que ma question est plus large, Flo, est-ce que tu penses que si Marseille est sur une série pas cataclysmique, mais très inquiétante, c'est uniquement à cause des blessés ? Non, c'est pas uniquement à cause des blessés. Ce serait peut-être trop réducteur et trop facile de brandir cette excuse. Je pense que c'est lié à cela aussi, mais il faut pas oublier que Gouiri, par exemple, qui effectivement manque à De Zerbi sur certains matchs, et d'ailleurs, je sais qu'il l'a confié lors de discussions récentes à la commanderie en disant que Gouiri, ce point d'appui, cette capacité qu'il a à jouer dos au but, à combiner, c'est un profil qu'il n'a pas chez les autres attaquants. Mais il faut pas oublier que il était aussi relégué sur le banc et que sur certains matchs derrière Aubameyang, c'était plutôt Vaz que Gouiri. Donc quand il est à dispo, il n'est pas toujours titulaire, voire il est remplaçant. Et quand il est pas là, on dit il nous manque. Donc je pense que ce serait trop facile de dire que c'est lié aux blessés. Et d'ailleurs, Mehdi Benatia, qui je trouve, on parlait de lucidité, l'a été, je pense, dans l'après-match, où il a dit moi j'ai vu 11 joueurs qui sur le papier normalement sont des joueurs de qualité, sont censés me sortir une autre première période que ce qu'ils ont proposé contre l'Atalanta, parce qu'il n'a pas du tout aimé la fébrilité de l'équipe. Donc si les dirigeants le disent, je pense qu'on peut aussi les croire. Qu'est-ce qui se passe ? Quand tu parles, je pense à Benjamin Pavard, qui lui aussi incarne cette subite chute de niveau là. Il n'a pas été bon encore ce mercredi soir. Il n'est pas bon depuis maintenant quasiment 3 semaines. Il est méconnaissable, Rémi. Ouais, mais alors encore une fois, il y a le fait d'arriver, de digérer, parce qu'il démarre tellement fort, il marque dès son premier match. Pavard, t'as l'impression que c'est bon, c'est le joueur qui manquait. Aguerd, c'est pareil. Paixão, il est arrivé, il a eu quelques bouts de match au début, puis il a fini par marquer pour son premier match de Ligue des Champions avec l'OM. Moi, j'ai tout simplement l'impression que les joueurs sont en train de digérer leur arrivée, parce qu'il y a l'euphorie de quand tu arrives à Marseille avec l'ambiance, le stade, la Ligue des Champions, et puis ensuite les phases de digestion où la preuve, c'est clairement plus facile mentalement de se préparer à jouer le Real Madrid, le PSG ou l'Ajax que l'Atalanta, que Angers, que Auxerre là-bas, et sans manquer de respect à ces équipes-là. C'est juste qu'il y a un moment, alors après tu me diras oui, c'est des champions, ils doivent normalement s'adapter à tout, c'est vrai, mais moi je pense que c'est mentalement le problème en fait. Je pense sincèrement, après je suis pas au plus près comme Flo de l'équipe, mais que mentalement il y a une usure par rapport à la saison dernière, par rapport peut-être au discours de De Zerbi. La preuve, je voulais vous montrer 2-3 stats sur l'OM, et notamment dans le temps additionnel. Par exemple, sur les 6 défaites et le seul match nul cette saison, toute compétition confondue, on vous a montré les buts encaissés par Marseille. Contre Rennes, ils perdent 1-0, ils encaissent le but à la 91e minute. Contre Lyon, 1-0, 87e minute. Real Madrid perd 2-1, 81e minute. Sporting
Sporting 86e, Angers égalisation à la 90 plus 6 et Atalanta est près le but à la 89e. J'ai l'impression que sur les fins de match, c'est très compliqué. Mais on en parlait aussi dans d'autres afters Marseille et aussi les premières périodes où on voit que les scores sont indicateurs d'une potentielle mauvaise performance. Contre Rennes, le score à la mi-temps, on vous a mis le score à la mi-temps à gauche et le score final entre parenthèses. 0-0 contre Rennes, ça terminera par une défaite. Strasbourg, il gagne, mais il y a 1-0 pour Strasbourg à la pause. Contre Metz, 0-0, victoire 3-0. Contre Le Havre, il y a un partout, ça finit à une victoire 6-2. Contre Angers, il y a 1-0 pour Angers, ça terminera à 2-2. Et enfin, contre l'Atalanta, 0-0 à la mi-temps, défaite 1-0 au final. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un vrai problème mental sur la fin des matchs et un vrai problème en début de partie pour vraiment rentrer directement dedans. Flo, est-ce que tu veux réagir à ces stats-là ? Oui, et préciser, donner aussi mon ressenti qui va dans ce sens-là, c'est que Rémi disait qu'il y avait peut-être, je pense, à l'arrivée de certains joueurs, une connexion directe parce que les affiches faisaient que il y avait aucun doute, quoi. Fallait répondre présent, puis quelque part il y a une adrénaline. Je pense que Rémi l'a bien expliqué. Tu viens de signer, t'es un peu transcendé, et donc tu donnes évidemment le meilleur de toi-même. Je crois qu'aussi on a un Marseille qui a un peu été coupé dans son élan, comme beaucoup d'équipes. Il y a beaucoup d'équipes, évidemment on se focalise sur l'OM, mais il y a beaucoup d'équipes qui ont du mal à créer des automatismes dans cette saison un peu tronquée par les trêves internationales, septembre, octobre, novembre. Et donc en fait, il y a un rappel à la réalité, c'est que quand tu as autant de nouveaux joueurs, bon, ça peut marcher sur une séquence, mais à un moment donné, il faut prendre le temps de travailler ensemble, de coach. Peut-être de souder des affinités, et bon, je dis pas qu'il est grand temps de faire un retiro à Rome ou un petit stage à Malmort. On n'est pas loin, mais je pense. que s'il y avait pas la trêve de novembre, je vous garantis que les hôtels seraient pas loin d'être réservés. Donc on va surveiller ça pour début décembre, mais je serais pas étonné qu'il y ait une mission de ce genre bientôt pour resserrer les liens et un peu mieux comprendre, que tout le monde comprenne bien ce que veut Roberto De Zerbi, puisque je crois que c'est un peu flou dans la tête de certains. Il y a aussi la question de sa résistance à la pression qui se pose pour Roberto De Zerbi. C'est pas un tout jeune entraîneur non plus, même s'il n'a que 46 ans. Il a vadrouillé, il a voyagé un peu partout, en Russie, en Angleterre, en Italie initialement, à Marseille aujourd'hui. Marseille, c'est le premier gros club sous pression qu'il dirige. Et moi, je trouve que pour revenir à son travail, autant en bord terrain, autant dans la préparation d'un match et aussi en conférence de presse, il nous fait douter, De Zerbi. Je me demande si parfois il a les épaules pour vivre ce genre d'expérience-là. Quand la pression augmente, quand l'enjeu augmente également, j'ai l'impression qu'on n'a pas un homme qui maîtrise toutes les facettes de son travail. Pas le comparer à Luis Enrique, qui a plus d'expérience que lui. Mais sincèrement, j'ai l'impression qu'il est en train de perdre le fil. Petite confidence. Et d'ailleurs, Flo, je m'appuie sur toi pour confirmer au cas où. J'ai parlé avec un ancien joueur de l'OM qui est prêté et qui me disait que... Qui appartient à l'OM et qui est prêté. Voilà. Et il me disait, on ne se rend pas compte du travail de De Zerbi à l'OM. En gros, on s'en rendra compte le jour où il sera parti parce que c'est tellement un passionné, il vit tellement les choses à fond, il transmet tellement assez... C'est une chose, ça, il n'y a pas de problème. Non, mais d'accord. Mais que se passionner, c'est une chose. Ouais, mais alors, je te parle d'une maîtrise, d'un contexte, d'un environnement et d'un enjeu. Ça, c'est différent, mais ce que je veux dire par là, justement, ça va dans ce sens-là. Peut-être qu'en étant trop passionné, peut-être que les joueurs ont du mal à le suivre parfois. Et ce que je veux dire aussi par là, c'est que hier, moi, ce qui m'a par exemple un peu dérangé, alors on sait qu'il aime pas du tout l'Atalanta, mais quand il va haranguer les supporters en faisant le lever du maillot de Breccia, je trouve que à ce moment-là, faut peut-être faire profil bas. Alors c'est facile de refaire le film une fois que c'est passé, mais je me dis, ils viennent de perdre à domicile, certes le contexte est compliqué, mais il n'a pas à faire ça entre guillemets. Voilà, faire profil bas, dire qu'on va aller travailler et voilà enchaîner. Ça m'a un petit peu dérangé, mais bon après avec l'euphorie du stade et la défaite, ça peut se comprendre. Je vois pas un homme Flo qui arrive à délester ses joueurs d'une certaine pression. On les a vu tétaniser, c'est aussi son rôle également de les accompagner dans une passe difficile. Qu'en est-il de ses relations et de son management aujourd'hui là ? Non, pourtant il fait des efforts, il essaie d'être un peu moins nerveux, un peu moins à fleur de peau, caractériel que la saison passée. Bon après ça reste son naturel. La relation pour moi reste bonne avec les joueurs. Il a besoin quand même de s'appuyer sur certains tauliers. Donc je pense qu'il y a peut-être pu avoir pas des crispations, mais on a bien compris qu'il en attendait plus de Vermeeren. Quand tu mets au loft, pas au loft, au loft d'abord, puis quand tu le mets pas dans la liste UEFA Ulysse Garcia, qu'après tu fais appel à lui
peut-être que ça peut un peu paraître surprenant quand certains joueurs entendent que Roberto De Zerbi il disait de Neil Maupay, c'est mon fils, je veux des Neil Maupay toujours dans le vestiaire, et puis c'est un joueur qui maintenant est à l'écart. Donc effectivement, tu peux avoir chez certains joueurs des questions qui se posent en se disant il nous aime, mais est-ce que c'est authentique des prochains mois? De l'authenticité. Moi je pense qu'il est dur à suivre, mais pour répondre à ta première question, je jette pas l'éponge, et je pense pas que Roberto De Zerbi n'est pas fait pour un club à haute pression. Simplement, il a tellement à cœur de le prouver. C'est un peu une quête chez lui de le prouver qu'il peut être au niveau d'un club aussi chaud que l'OM dans une ville comme Marseille, etc. Donc je pense qu'il se met une pression démesurée et que parfois il perd un peu le fil, peut-être la lucidité, et ça le dessert. Bon, dernière question les gars, une qualif pour les barrages de Ligue des Champions est-elle fortement compromise? Je rappelle, 3 points sur 12 possibles, il en fallait 11 la saison dernière pour passer, ça veut dire que l'OM dans l'absolu a besoin de 2 victoires, ou plus de nuls, ou 3 victoires. Le calendrier, je le rappelle, réception de Newcastle, déplacement sur le terrain de l'Union Saint-Gilloise, la réception de Liverpool et déplacement sur la pelouse du Club Brugge qui a fait 3-3 ce mercredi soir contre le FC Barcelone, 4 points. Pas non plus un début de parcours fameux, les Belges. L'Union Saint-Gilloise est 28e également. Ça semble encore jouable, Flo, ou tu es très inquiet pour la suite, pour l'avenir de Marseille en Ligue des Champions là? Non, pour moi c'est encore jouable. C'est encore jouable parce que cette formule fait que t'es pas totalement largué, et ce qu'on peut déjà affirmer, c'est que ça passera par les barrages, quoi qu'il arrive. L'OM va pas être dans le top 8, donc évidemment il faudra passer par les barrages. Ce qui est une bonne nouvelle pour les supporters marseillais des virages, parce que dans l'abonnement le barrage est inclus, donc ça fera un match de plus un peu chaud au Vélodrome. Ça c'est une parenthèse, mais je pense que il y a encore un coup à jouer, et j'ai bon espoir quand même que le retour des blessés fasse que Marseille nous montre un autre visage et gratte des points quand même si ce sera dur, surtout à domicile contre Newcastle et Liverpool. Moi, ces matchs-là me font peur parce que si Marseille est à ce niveau-là, c'est sûr que ce sera une claque et une deuxième claque. Mais ça peut quand même encore passer. Ça peut encore passer. Rémi, au Lakers? Oui, tant que mathématiquement c'est possible, il y a de l'espoir. En plus de ça, il y aura un mercato qui passera par là. Il y aura aussi la CAN malheureusement. Mais pour moi, justement, quelque part, c'est quand Marseille est peut-être au pied du mur qu'il est le meilleur. On verra ça, bien sûr. On espère que Marseille passera la phase de la Ligue des Champions. Merci à toi, Flo. Merci à Rémi. Merci, Nico. Pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr, pour débriefer aussi le match face à Brest. Et en espérant que l'OM arrive à se relever et à rester 2e de Ligue 1 à l'issue du week-end. Bonne semaine à tous. Bye bye. RMC After Marseille.